Merci à notre partenaire, Fonds FMOQ. Salut, bienvenue au deuxième épisode de l'Omnipod. Je m'appelle Véronica. Et moi, c'est Catherine. On a continué notre discussion avec Dr Martineau, un peu plus sur le rôle d'un médecin de famille, de la relation importante entre les spécialistes et les médecins de famille. Puis, on a fini la discussion, en fait, en parlant un peu d'une vision, sa vision idéale sur la pratique de la médecine familiale dans le futur. On vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour, Dr Martineau. Oui, rebonjour. Merci d'être là pour le deuxième épisode du podcast L'Omnipod. Ça fait plaisir. Dans le premier podcast, on a parlé plus de votre parcours, des différents types de pratiques, des mythes. Là, on va plus se concentrer pour la deuxième partie du rôle du médecin. C'est quoi les forces qu'on doit avoir? C'est quoi les défis en tant que médecin de famille? Donc, je ne sais pas si vous voulez commenter. On peut essayer de commencer. Donc, le rôle du médecin de famille, on en a déjà un peu parlé dans le premier épisode. Là. Je pense que le médecin de famille, en fait, je pourrais peut-être dire ça comme ça. Le médecin de famille, c'est un peu comme le chef d'orchestre des soins médicaux ou des soins même peut-être, j'irais peut-être plus en général, du patient dont il est responsable, disons. Donc, le fait d'être un chef d'orchestre, ou d'un coordonnateur, ou mettons ça comme ça, une personne qui est un peu comme celui qui gère un peu le dossier, entre guillemets, ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble, okay? Donc il va connaître son patient, peut-être pas dans tous les petits détails, et puis ça on pourra en parler, mais il va savoir un peu le parcours et puis où est-ce que le patient s'en va dans tout ça. Donc à un moment donné, il y a certains patients que la majorité des soins qu'il va avoir pendant sa vie vont se faire au niveau de la médecine générale ou dans le cadre d'un GMF, admettons. Donc, il va être vu par le médecin de famille, peut-être l'infirmière, peut-être l'ergothérapeute ou la travailleuse sociale, etc. Mais ça va rester dans le domaine de la généralité, si on peut dire. Et puis, donc, c'est ça. Donc, le médecin de famille, il va être un peu comme celui qui suit ce dossier-là. Puis là, à un moment donné, il va arriver. Et ce que je pourrais dire, c'est que des fois, à un moment donné, même le médecin va dire « Hey, monsieur un tel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. » Donc, ça veut dire qu'il connaît ses patients assez pour être capable de dire lui, là, OK, dans mon caseload, là, il me semble qu'il y en a un là, que j'ai pas vu depuis longtemps puis qui était diabétique. Où est-ce qu'il est rendu? Okay. Ah, il a déménagé. Ou non, souvent, c'est que vous allez dire peut-être à votre infirmière, c'est peut-être pour vous qui allez téléphoner, mais finalement, on l'avait perdu parce qu'il n'était pas venu à un rendez-vous ou bien quelque chose comme ça, puis ou bien il a décidé que pour toutes sortes de raisons, sa femme était très malade, puis là, il s'est pas occupé de lui, etc. Et puis que là, à ce moment-là, tu vas le rattraper, entre guillemets. Ou bien, un tel, c'est vrai, madame une telle, elle avait un cancer du sein, et puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais je ne l'ai pas vue depuis longtemps parce qu'elle est suivie en oncologie, puis là, elle fait sa radiothérapie, puis tout ça, puis c'est normal que je ne l'ai pas vue, mais je sais en quelque part qu'elle est là. Okay? Fait que, donc, le médecin de famille va avoir cet aspect-là de un peu de globalité de qu'est-ce qui se passe avec la vie... je sais pas comment on pourrait dire ça, la santé de ces gens. Santé, c'est quand même un terme assez large. Là. Ça peut être la santé physique, mentale, économique, etc. Et puis peut-être qu'il faut faire attention justement pour pas trop catégoriser les gens en santé mentale, santé physique, santé, etc. C'est une personne qui vient vous voir. Et puis aussi, le médecin de famille, comme coordonnateur là, ou comme chef d'orchestre, va être justement celui qui va être capable de dire madame une telle consulte, et puis finalement, elle a une hypertension très difficile à contrôler. Donc, j'ai l'impression qu'elle devrait avoir une consultation avec un spécialiste, soit en médecine interne ou en néphro ou quoi que ce soit. Et puis, c'est vous qui allez être un peu le responsable de référer la personne, de vous en occuper jusqu'à temps qu'elle ait cette consultation-là. Et puis,
Puis peut-être une partie un peu difficile, justement, quand on parlait des défis, là, actuellement, des fois, ben là, je pense que ça s'est amélioré jusqu'à un certain point, mais il y a eu un certain moment donné où avoir une consultation, c'était compliqué. Puis là, on restait pris avec notre problème, puis on n'avait pas de soutien. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est une collaboration, ça se fait à deux. Là. Fait que je pense qu'il y a quand même des démarches qui sont faites pour que cette réalité-là soit moins difficile pour le médecin de famille qui souvent se sentait comme un peu tout seul avec des problèmes parce que la référence était plus difficile. Mais je pense que ça s'améliore de ce côté-là. Et puis encore, là, si on parle de l'aspect de comment je dirais ça, de coordination des soins, mais ça peut être aussi avec ses collègues autres professionnels qui travaillent avec lui, que ce soit la travailleuse sociale ou l'infirmière, d'être capable d'arriver puis de dire, bon, OK, monsieur Intel, je ne l'ai pas vu depuis un certain temps, c'est un diabétique, mais je sais que mon infirmière le voit fréquemment et s'il y a une problématique, elle va m'appeler. Et puis le patient, lui, même si c'est pas vous qui le voyez à chaque fois, il sait que vous êtes à quelque part, puis que vous savez ce qui se passe. Tu sais, je pense que c'est un petit peu ça. Que ça, je pense que ça devrait être ça le rôle du médecin de famille, à mon avis. Et puis aussi celui qui est capable de s'occuper de la majorité des problématiques courantes, comme je l'ai dit déjà, là, d'un patient durant sa vie. Donc, je ne sais pas si là, ça serait un bon moment d'introduire de qu'est-ce qu'il devrait savoir, là, mais donc le médecin... Oui, vas-y, je vais vous laisser. C'est que, dans le fond, il y a des pathologies importantes que le médecin de famille doit savoir et doit bien cerner quand il voit de nombreux patients dans la journée. Puis aussi, vous aviez parlé de drapeau rouge à ne pas négliger. Donc, il faut quand même toujours rester... C'est ça. Quand on parlait tantôt, on a posé des questions. Bon, est-ce qu'il faut être moins intelligent pour être médecin de famille? Je pense que c'est une intelligence peut-être différente ou il faut que le médecin de famille, là encore là, ait des horizons assez larges. Il faut qu'il y ait un certain nombre, je cherche un terme, en tout cas je ne l'ai pas, mais une quantité de connaissances, de base, des pathologies courantes auxquelles il va avoir à faire face. Donc, tu sais, je pense qu'il faut qu'en pédiatrie, sache comment, mettons, traiter une fièvre, mais il faut qu'il sache aussi c'est quoi le développement normal d'un enfant. Il faut qu'il connaisse les pathologies qui sont les plus fréquentes, l'hypertension, le diabète, les problèmes cardiaques, etc. Et il faut qu'il soit capable dans ces problématiques-là, d'être capable de voir que certaines choses qui soient capables d'intervenir rapidement quand il y a une situation plus urgente, là, comme ce qu'on appelle un drapeau rouge, donc comme tantôt, comme je disais, le patient qui vient puis qui a des douleurs rétrosternales, etc. À ce moment-là, il faut qu'il soit capable de dire, il faut que je m'assure qu'il n'y a pas un problème coronarien sous-jacent. Est-ce qu'il est en angine instable, mon patient, ou pas, etc. Donc ça, je pense que c'est des choses que le médecin de famille doit avoir la compétence et maintenir sa compétence dans ces domaines-là. Vous allez voir avec le temps aussi que le médecin de famille, il doit être un bon clinicien, puis pour être un bon clinicien, mais il faut qu'il soit capable d'interpréter les symptômes du patient. Et c'est sûr que vous allez le voir de façon en pratique, qu'on travaille souvent comme un peu à l'envers de ce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'on a appris des maladies, les maladies donnent des symptômes, mais là, c'est les symptômes qui nous arrivent en pleine face, c'est pas les maladies. Et puis là, de voir, cette problématique-là, mettons une problématique X, la plupart du temps, dans mon diagnostic différentiel ou avec ce que la personne me raconte, selon son âge, etc., le plus fréquent, ça devrait être ça, mais il ne faut pas que j'oublie ça, mais il faut surtout que j'élimine ça. Vous avez appris l'embolie pulmonaire, la grande qui peut mascarader toutes sortes de choses, donc ne jamais l'oublier. Bon, OK, la personne, elle vient parce qu'elle est un petit peu essoufflée. Moi, je pourrais vous raconter un cas d'une patiente asthmatique que je connaissais et on raconte souvent plus nos bons coups que nos mauvais coups, mais en tout cas, ça, c'est...
une patiente que je connaissais, qui était asthmatique et qui, là, est allée voir le gynécologue et puis il avait mis sous contraceptif. Début de la quarantaine, ben, elle fumait pas, tout ça, c'était correct. Puis, à un moment donné, elle a dit, mon asthme va pas bien. Mais elle était tachycarde, puis était plus essoufflée que d'habitude. Puis l'auscultation pulmonaire était presque normale. Et là, elle venait de commencer des contraceptifs depuis à peu près 2 mois. Puis bon, ben, elle avait une embolie pulmonaire finalement. Donc, la dyspnée chez une patiente asthmatique, le plus probable, si quelqu'un est asthmatique puis qu'il a de la dyspnée, ben, ça va être que son asthme est mal contrôlé. Mais là, c'était pas ça. Il fallait avoir peut-être le flair, là, mais et aussi vous allez, là, je dis ça, mais des fois, on va peut-être manquer notre coup, puis on va se dire, ah ben là, ça, je l'ai pas manqué, ça va aller peut-être dans votre petite valise de drapeau rouge qu'il ne faut pas oublier. Fait que, je pense que c'est ça. Mais donc, la compétence du médecin de famille, c'est d'être capable d'avoir une rigueur intellectuelle dans le domaine où il travaille, donc dans un domaine plus large mais moins pointu, et d'être capable aussi de voir quelles sont ses limites. Et vos limites à vous deux sont pas les mêmes et ils sont pas les mêmes que les miennes. C'est-à-dire que moi, j'ai certaines limites dans certains domaines pour toutes sortes de raisons. Et vous, peut-être que vous allez aller un peu plus loin dans un domaine. Moi, j'avais une collègue qui aimait beaucoup la santé mentale, puis tu sais, c'est sûr que des fois, elle arrivait avec des patients déprimés, puis là, elle était rendue au 3e médicament, puis là, moi, je dis, oh, moi, j'aurais pas fait ça. Mais elle était confortable, puis c'était dans ses limites, mais peut-être dans un autre domaine, elle n'aurait pas été aussi loin. Puis aussi d'être capable de dire, ben là... d'être capable d'aller consulter quand on voit qu'on est... et il y a des gens autour de nous, que ce soit une consultation pour... ou demander de l'aide ou du support ou d'une collaboration avec une travailleuse sociale parce que c'est pas vous qui allez être capable de régler vous connaissez pas toutes les ressources qu'il y a pour je sais pas, un patient toxicomane. Moi, j'ai pas d'expérience là-dedans. Si vous travaillez dans une autre place, que vous travaillez au centre-sud, peut-être que vos connaissances en toxicomanie, ça vont être plus grandes que les miennes. Bon, en tout cas, etc. Mais aussi avec nos collègues spécialistes qui vont être là pour justement, si un patient a des cataractes, ben, j'opérerai pas ses yeux, puis peut-être qu'il y a d'autres choses en arrière de sa cataracte, il y a peut-être d'autres choses, mais entre autres, mais, on prenait l'ophtalmo, mais il faut être capable de dire, ah ben là, il y a une perte de champ visuel, ben là, c'est pas des cataractes, là, puis c'est plus urgent, puis il faut que vous consultiez tout de suite, t'sais. Fait que... c'est un petit peu ça. Je pense que le rôle de médecin de famille, c'est vraiment un rôle de s'occuper des patients dans leur globalité, dans leur environnement, en connaissant aussi leur environnement personnel et tout ça. Et puis avec aussi être capable de travailler en collaboration avec d'autres. Mm-hmm. Puis aussi, il y avait quelque chose que tu avais amené tout à l'heure, l'incertitude. Oui, vous avez touché un peu le sujet, mais justement, vu qu'un médecin de famille doit savoir beaucoup de choses sur beaucoup de systèmes différents, puis travailler avec beaucoup de monde, d'âges différents, certains étudiants ont peur qu'ils se retrouvent avec le besoin de gérer de l'incertitude. Comment est-ce que vous avez vécu ça dans votre pratique? Ben, c'est sûr que l'incertitude, il faut apprendre à vivre avec ça. Et des fois, c'est plus facile que d'autres. Et puis, bon, on va aller dans 2 volets là-dedans. Donc, pour ce qui est de l'incertitude, par rapport si on parle au niveau de vous, les étudiants, par rapport à regarder ça et dire, ah mon Dieu, le médecin de famille, il faut qu'il sache tout. J'aurais tendance à dire il ne faut pas qu'il sache tout, mais il faut qu'il sache un certain nombre de choses dans différents domaines. Okay? Donc, je pense qu'il faut qu'il soit capable de penser si un patient tremble qu'il a peut-être une maladie de Parkinson. Et s'il n'est pas sûr puis qu'il ne se sent pas à l'aise, bien là, le neurologue peut aller plus loin là-dedans. Et une fois rendu dans le traitement de la maladie de Parkinson, probablement que le médecin de famille il est
pas... Bon, il va pouvoir prescrire la médication quand le patient est stable, puis tout ça, puis peut-être appeler le neurologue si à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas comme ce quoi on s'attendait. Mais il va pouvoir aussi s'occuper du Parkinson. Il y a la maladie, mais il y a tout l'impact que ça va avoir sur sa famille, puis toutes les choses un peu... Bon, si le Parkinson avance, puis que là, il commence à avoir des troubles cognitifs, ben il va falloir qu'il soit capable un peu peut-être de s'occuper de cette partie-là, ou au moins de trouver de l'aide, etc., pour tout ça. Fait que... et là, malgré ça, il va y avoir des domaines où, à un moment donné, vous allez faire face à des situations où vous dites, ben mon Dieu, là, je sais pas quoi faire, puis comment ça se fait, est-ce que... Et là, c'est toujours se faire remettre en pleine face notre incompétence. Est-ce que parce que je sais pas ça, c'est parce que je suis pas connaissant, ou est-ce que c'est parce que la présentation est pas comme d'habitude, ou etc. Donc ça, c'est l'aspect. Est-ce que parce que il y a une présentation qui est indifférenciée, pas comme d'habitude, et puis que vous n'arrivez pas à poser de diagnostic, est-ce que vous êtes un moins bon médecin? Peut-être pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben moi, j'aurais tendance à vous dire, travailler en équipe de médecins, en équipe en général, mais aussi être capable d'accepter votre vulnérabilité jusqu'à un certain point. Moi, j'ai été chanceux de travailler dans une équipe où on se connaissait quand même bien, puis on n'était pas gêné de prendre le téléphone puis dire... Pourrais-tu venir voir mon patient parce que j'aimerais ça que tu le questionnes puis que tu me donnes ton opinion. Okay? Et là, il peut arriver que et les patients, et ça aussi, il faut faire attention. Les patients, ça les dérange pas qu'on fasse ça. Des fois, à un moment donné, au début, je me disais, c'est parce que je suis insécure, puis je suis pas bon. Mais les patients sont contents de dire, ben, vous prenez soin de moi et vous demandez un avis à quelqu'un d'autre. Et bon, et souvent, ce qui va arriver, c'est que votre collègue va arriver puis dire, moi non plus, je ne le sais pas trop, mais ça me semble pas être quelque chose qui est inquiétant pour l'instant. On pourrait faire telle chose, admettons, puis on va se revoir, OK? L'exemple des boutons, hein? La dermato, c'est un domaine où on n'est pas... si on est dermatologue, mais ça prend... Tu sais, le dermatose, ça nous arrive en pleine face. Et puis, contrairement, mettons, en gastro ou je sais pas trop, où là, vous pouvez poser des questions, poser des tests, mais en dermato, c'est qu'est-ce que c'est mes boutons? Et là, fait que des fois, t'es là, ces boutons-là, mais ça m'a pas l'air d'une maladie contagieuse, etc. Mais là, tu peux te laisser du temps. Puis, il y a un certain nombre de ces pathologies indéterminées-là qui partent sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Bon, c'était une éruption virale où il était pas bien, il était fatigué, puis finalement, 3 jours après, il va mieux. Ben, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. On peut dire que c'est viral, peut-être que ça ne l'était pas, ou on ne sait pas. C'est ça, vous m'aviez parlé aussi de la gestion du temps, dans le sens oui. C'est ça. On va pas donner tous les tests tout de suite, on va peut-être le revoir dans 2-3 semaines. Mais ça, comment vous avez été capable de gager avec ça? Ben, c'est ça. Ça vient avec le temps. Je pense qu'à un moment donné, et tu viens aussi justement avec l'incertitude, d'être capable, dans cette incertitude-là, qu'est-ce qui est une certitude? Et là aussi, c'est sûr que c'est pas du 100%, mais d'être capable de dire, bon, face à vos symptômes, vos antécédents, etc., donc une certaine rigueur dans votre démarche clinique, vous allez être capable peut-être être capable de dire, j'arrive pas à mettre tous les morceaux du puzzle ensemble, j'ai un certain nombre de diagnostics différentiels en tête, mais on va voir un peu. Mais je suis capable de dire, est-ce que je suis capable de répondre à la question, est-ce que j'envoie mon patient à l'hôpital ou pas? Parce que l'hôpital, c'est quand même c'est une place rassurante, dans un sens. Une fois que le patient est à l'hôpital, vous le voyez à toutes les minutes, il est là, puis s'il arrive quelque chose, il y a quelqu'un qui va répondre. Tandis que quand vous l'envoyez dans la nature, là, vous perdez le contrôle. Hein? Vous n'avez pas de contrôle. Donc, le patient qui vient avec des symptômes indéterminés, je pense que la première affaire, c'est d'être capable d'être assez rigoureux pour être capable de se
dire, ben, est-ce que je suis suffisamment solidement certain que ça m'a pas l'air d'une présentation inquiétante. Les signes vitaux sont beaux, etc. Il n'y a pas de drapeau rouge. Donc, je peux me laisser du temps. Je vais demander un certain nombre de tests en fonction de mes hypothèses diagnostiques et je vais revoir le patient dans 24 heures, une semaine, 2 semaines, etc., où je vais demander à ma collègue infirmière de faire une relance téléphonique dans 24 heures. L'enfant qui vient avec la fièvre, vous ne trouvez rien, mais il y a peut-être un petit doute, mais il n'y a pas de méningite, la nuque était souple, puis le patient n'était pas l'enfant n'était pas en si mauvais état général, mais peut-être qu'une relance dans 24 heures, ça va rassurer le patient, vous rassurez vous aussi, puis de voir aussi l'évolution. C'est-à-dire que le passage du temps vous permet de voir. Des fois, le passage du temps, c'est plus long. C'est-à-dire que vous dites, bon, ben, OK, les symptômes sont là. J'ai passé un certain nombre d'examens qui sont jusqu'à date rassurants. Comment ça va? Et là, ça va. Ah, ça va mieux, docteur. Je vous dirais que ça va beaucoup mieux. Ou bien, ah non, ça va pas mieux. Oh, OK. Donc là, il faut que j'aille plus loin. Mais le passage du temps vous donne du temps. Puis des fois, le passage du temps règle la problématique aussi. Tu sais, le patient va mieux. Puis bon, c'était quelque chose qui était évanescent ou passant. Là. Ouais. Absolument. Puis si on peut, avec le rôle du médecin de famille qu'on vient de parler, qu'est-ce que vous voyez ou vous souhaiteriez dans les prochaines années entre les médecins de famille et les spécialistes? Puis comment vous l'aviez vécu, vous, au début de votre pratique versus en ce moment ce que vous voyez? OK. Puis aussi ce que vous m'avez dit là, par rapport à est-ce que tu devrais t'en aller en spécialité parce que tu es trop intelligent, là? Mais tout l'aspect, moi, je vous dirais que, bien ça, je pensais dans la société en général, puis je veux zéro, pas du tout. Moi, j'ai eu que des... la majorité de mes relations avec... c'est comme dans la vraie vie, là. Tu as des gens avec qui tu t'entends mieux que d'autres. C'est correct, mais je pense que la relation avec les spécialistes, je pense qu'il faut que ce soit une relation où si chacun connaît son rôle et si chacun se respecte, à ce moment-là, il se crée une complémentarité. Okay? De sorte que le médecin, le spécialiste, il sera peut-être pas capable de faire votre job là, si vous dites à un médecin spécialiste qui est en spécialité depuis 10 ans de dire, ben là, tu t'en vas t'asseoir, faire du sans rendez-vous ce soir à clinique X, pas sûr qu'il serait confortable. Tu sais? Et moi, je serais pas capable d'aller faire ce qu'il fait non plus. Puis c'est correct. Et moi, ce que j'ai vécu avec les spécialistes, et je pense qu'en région, ça se vit encore beaucoup, et en région, ou en tout cas en dehors des grands centres, les spécialistes et les médecins de famille se côtoient davantage, travaillent souvent ensemble. Souvent, dans beaucoup d'hôpitaux, c'est encore des médecins de famille qui hospitalisent les patients, et le médecin spécialiste est un consultant. Et il se crée des liens entre ces gens-là. Okay? Donc, si toi, tu es le médecin de famille et que moi, je suis le spécialiste et que tu me demandes une consultation, après un certain temps, on va venir qu'à se connaître, savoir comment on travaille, etc. Puis, et il va se développer un lien de confiance. Et ce qui était intéressant, moi, dans la façon que j'ai vécu ça, c'est qu'après un certain temps, tu connais les gens avec qui tu travailles, tu connais les spécialistes. Et des fois, tu avais besoin, des fois même pas de faire une consultation. Ça pouvait être juste une consultation de corridor ou une consultation téléphonique et le médecin, le spécialiste se disait, oui, peut-être que tu pourrais essayer ça, tu m'en reparleras si ça va pas mieux. Ou bien, et ça, je pense que ça existe maintenant par courriel, il y a comme un système dont je me souviens pas du nom, mais où les médecins de famille peuvent consulter. Sauf qu'il n'y a peut-être pas l'aspect interpersonnel qu'on avait. C'est sûr que dans un monde idéal, moi, je verrais que si on avait des GMF où les consultants venaient faire leur clinique de consultation dans le GMF, mais à ce moment-là, il se créerait le même type de lien et si j'appelle à l'hôpital pour parler au docteur untel parce que la patiente qui a déjà vu ça marche pas, il sait qui je suis, il sait que et lui et moi je sais comment il va me répondre. En tout cas, je sais que je vais me sentir à l'aise parce qu'on se respecte l'un l'autre et je dirais que ça pourrait aller même plus loin.
Ou peut-être, en tout cas, j'ai un de mes fils qui est externe actuellement, puis il me disait, là, il y a un médecin, un spécialiste qui voit une consultation, puis la réponse, c'est pourquoi qu'on m'envoie cette consultation-là pour une pathologie bénigne, ou il aurait dû demander d'autres tests avant, ou quoi que ce soit. Mais des fois, comme médecin de famille, toi, tu as toute une histoire en arrière de ça. OK? Donc, mettons, tu vas avoir un patient que tu penses qu'il n'aurait pas besoin d'avoir une consultation, mais qu'il veut absolument être vu en consultation, ou tu n'arrives pas à le rassurer, puis tu te dis, peut-être que la consultation, dans ce cas-là, va être quelque chose qui va permettre peut-être d'éviter d'autres examens ou d'autres tests, etc. Et là, si le consultant te connaît depuis longtemps, il va dire, s'il m'a demandé cette consultation-là, qu'il ne demande pas d'habitude, il doit avoir une raison en arrière de la tête. T'sais. Fait qu'il doit avoir une cause. Et puis, il va... Parce que vous vous connaissez, puis vous connaissez chacun vos compétences, etc. Et aussi, d'un côté comme de l'autre, on va connaître nos limites. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ce respect-là et puis la connaissance de l'expertise de l'un et de l'autre, OK? Je pense que le médecin de famille a une expertise qui est différente de celle d'un spécialiste, mais et de respecter ça, puis d'être capable de dire, il y a une chance que le spécialiste est là. Tu sais, moi, je veux dire, je parlais d'un gastro-entérologue qui était une personne hyper rigoureuse, tout ça, mais qui avait un caractère un peu particulier. Mais je pouvais dire à mes patients, allez voir lui, il va trouver ce que vous avez, puis il va faire tous les examens. J'ai confiance. Si il n'y a pas eu une bonne journée, je disais pas ça comme ça, là, mais s'il y a des questions qui restent après, venez me voir, on en discutera. Okay? Fait que des fois, à un moment donné, d'être capable d'utiliser les gens pour leurs compétences et d'être complémentaire à ça. Et ça peut être dans la vie en général. Là, je sais pas, j'ai pas d'exemple en général, mais tu sais, des fois, à un moment donné, tu vas peut-être dire, on va aller voir telle place. C'est la meilleure place, mais peut-être que la proche sera pas nécessairement ce que tu t'attendais, mais si le besoin est rempli pour ça, mais qu'il y a une façon d'amortir les choses où leur besoin n'est pas rempli, mais à ce moment-là, je pense qu'il y a une complémentarité qui peut se faire. Hein. C'est tellement plus agréable aussi là, de travailler main dans la main, puis aussi exemple, demander peut-être un peu moins de requêtes. Faire les spécialistes, si jamais vous pouvez juste appeler un des spécialistes puis se demander, hey, tu penses-tu que c'est nécessaire ou je devrais faire un autre test avant? Oui, c'est ça. Ou, tu sais, des fois, ça va être. Ça m'est arrivé en cardiologie de dire, j'ai un patient, il a tel âge, il a tel symptôme. Je devrais-tu l'envoyer à l'urgence, là, lui, ou est-ce que... Non, c'est correct, là, dis de faire ça, puis demain, je vais le voir, ou après-demain. Des fois, peut-être qu'avec juste ça, tu as pu peut-être éviter une visite à l'urgence, ou éviter, c'est ça, des consultations, peut-être pas appropriées, ou etc. Merci beaucoup, Dr. Martineau, pour ce deuxième podcast que vous avez passé avec nous. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience et puis, comme je vous disais hors micro tantôt, là, je pense que la médecine de famille, pour moi, ça a été quand même, malgré des périodes, parfois, des fois, dans notre vie professionnelle et personnelle, des fois, on peut vivre des périodes où c'est un petit peu plus difficile, puis la vie continue malgré le fait qu'on est des médecins ou qu'on soit n'importe qui, et puis il peut y avoir des choses un peu plus difficiles, il va y avoir des périodes dans votre pratique où vous allez avoir plus de demandes de votre famille ou de votre personnel et que là, vous allez être obligé de dire, OK, il faut que je laisse un petit peu en veille certaines choses dans ma vie professionnelle et puis qu'après ça, il peut se faire un équilibre, mais c'est de prendre du temps pour vous aussi, puis de vous écouter, c'est important, puis d'être capable de vous outiller ou de vous entourer de gens qui vous supportent dans votre équipe puis qui vous comprennent, je pense que c'est important aussi.
Ouais, on Absolument. parle de la complémentarité entre médecins, entre spécialistes, mais il faut aussi trouver cette complémentarité entre notre identité personnelle puis notre identité professionnelle, puis essayer de prendre soin de nous dans un monde où plusieurs personnes ont besoin de nous en même Tout temps. à fait, parce que si on est trop, si on a de la difficulté, si on n'est pas bien, ben à ce moment-là, on est moins disponible quand c'est le temps pour nos patients. Fait que ça, je pense que c'est important de prendre du temps pour soi, puis de pas se sentir mal à l'aise par rapport à ça non plus. Ouais. Absolument. Merci beaucoup. Merci, puis au Ben- plaisir de vous revoir. Ben oui, ça Un me jour. fait plaisir si jamais.